Oui, c'est M. Pape Mamoudou Kane, secrétaire général de la CNTLS, Confédération nationale des travailleurs libres du Sénégal, affilié au cadre unitaire des centrales syndicales CUX, dirigé par Mme Adja Bakhaw Diong. Voilà. M. Kane, est-ce que vous pouvez donc nous parler du rôle et des recommandations des centrales syndicales à la conférence sociale? Oui, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah, de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de saluer l'ensemble des camarades qui ont eu à participer à la 3e conférence sociale qui s'est tenue au SICAT à Diamniadio les 25 et 26 novembre 2021 sous la présidence effective de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, du directeur général de l'IPRES, du PCA de l'IPRES, M. Racine Sy, des fortes personnalités comme l'ancien ministre Hassan Diop, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, qui était même le directeur exécutif au niveau du BIT, les Modi Guiro, les Malo Cham, les Cheikh Diop, Adja Bakhaw Diong qui gère le CUX, qui est notre coordonnatrice, etc. Donc, ce grand événement a rassemblé toutes les sommités intellectuelles du mouvement syndical sénégalais, du gouvernement et du patronat. C'est ainsi que cette 3e conférence était axée sur la protection sociale au Sénégal. Quand on parle de protection sociale, automatiquement on pense aux travailleurs, mais aussi on pense aussi à tous les Sénégalais. Parce que nous avons tous besoin de nous protéger pour pouvoir vivre. Et pour pouvoir se protéger aussi, il faut avoir un travail. Et pour avoir un travail aussi, il faut chercher le travail et aussi chercher aussi la sécurité au travail. C'est important. Ça, c'est le ressort de l'État, c'est le ressort du patronat. Parce que le travailleur, souvent, il est exposé à des contraintes. Alhamdoulilah, nous avons assisté à cette conférence sous des thématiques très importantes qui défraient la chronique. Il y avait 4 tables rondes qui ont été organisées et dans chaque table ronde, il y avait des sommités intellectuels de haut niveau, des experts, n'est-ce pas, qui ont eu à pencher sur l'actualité, n'est-ce pas, de la protection sociale. Moi, l'atelier où j'étais, on parlait de l'extension de la protection sociale à l'économie informelle, aux travailleurs ruraux et aux travailleurs indépendants. Moi, j'ai eu à travailler sur cette commission sous l'égide de Mme Innocence Tabniaï, présidente du Haut Conseil du dialogue social. Et dans cette thématique, il y avait vraiment des intellectuels de haut niveau. Le débat était très relevé, surtout quand M. Diop Hassan a fait le plaidoyer, parce que lui, il était dans un grand poste à Genève, au BIT, qui s'occupait, n'est-ce pas, de protection sociale pour le monde. Donc quand il a fait son plaidoyer, nous aussi, nous avons vraiment essayé de le compléter par rapport aux réalités, n'est-ce pas, que nous vivons, n'est-ce pas, au Sénégal. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la protection sociale défraie la chronique au Sénégal et partout dans le monde. Parce que les travailleurs, comme je l'ai dit tantôt, sont laissés en rade dans les entreprises, ils ne sont pas soignés, ils ne bénéficient souvent pas d'IPM, ni de mutuelles, etc. Ceux qui ont, n'est-ce pas, ces mutuelles et ces microcrédits, etc., c'est un luxe pour eux. Bon, parce que comparativement aux autres pays comme le Togo, comme le Rwanda, comme le Maroc, qui sont à des couvertures de 30 à 60% ou plus, nous au Sénégal, le taux de couverture de maladie universelle tourne autour de 17%. Donc nous avons vraiment, n'est-ce pas, beaucoup de choses à faire par rapport, n'est-ce pas, à la protection de nos travailleurs. C'est ainsi que vraiment le plaidoyer a été axé sur ça et de fortes recommandations ont été adressées au gouvernement. Comme recommandation, nous avons demandé à ce que les travailleurs soient sensibilisés. Parce que là où il n'y a pas d'information, il n'y a pas de vie. Il faut informer les travailleurs de la nécessité, n'est-ce pas, de se regrouper en mutuelle, n'est-ce pas, en coopérative, pour pouvoir créer des microcrédits, pour pouvoir gérer leurs IPM et gérer aussi, n'est-ce pas, leur avenir professionnel. C'est important. Mais cela a un coût. Et le coût est entre les mains de l'État. C'est l'État qui doit vraiment informer, n'est-ce pas, les travailleurs par rapport, n'est-ce pas, à ces situations-là. Dès que ces travailleurs-là sont organisés dans des mutuelles, dans des crédits, microcrédits, etc., et j'en passe, là, ils pourront vraiment prendre en charge, n'est-ce pas, leurs propres préoccupations et essayer vraiment de développer, n'est-ce pas, d'autres activités. Alors, c'est ainsi que nous avons pensé que
comme le système formel, parce que nous sommes dans le système formel. Dans le système formel, il n'y a pas de problème. Nous sommes protégés, nous avons nos imputations budgétaires, nous avons nos mutuelles qui marchent et tout ça. Donc le problème ne se pose pas. Mais dans le secteur informel, qui regroupe presque plus de 70% des travailleurs, n'est-ce pas, c'est la débandade, c'est le sauve qui peut. Alors, donc, comme recommandation, nous devons demander la sensibilisation et le partage de l'information, n'est-ce pas, au plus haut niveau. Deuxième recommandation aussi, il faut que l'État aussi donne des moyens, n'est-ce pas, à ces travailleurs-là. Et les moyens, il faut aller les chercher. Je pense que nous allons nous constituer, n'est-ce pas, en groupement pour pouvoir organiser, n'est-ce pas, nos travailleurs pour qu'ils puissent vraiment pouvoir créer des mutuelles et demander aussi à l'État de les appuyer par rapport à ces mutuelles. Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on parle de la DER, n'est-ce pas, qui dégaine beaucoup d'argent, parce que le budget de la DER tourne autour de plus de 30 milliards. Et je considère qu'avec la DER et aussi d'autres projets de l'État, n'est-ce pas, nous pouvons, n'est-ce pas, essayer d'aider les travailleurs à avoir suffisamment de revenus pour qu'ils puissent vraiment booster eux-mêmes leurs propres projets. Alors, autre recommandation aussi, c'est le suivi évaluation. Parce que quand aussi on vous met dans les rails, il faut vraiment axer, n'est-ce pas, ce programme-là sur un temps bien déterminé. Et le moment venu aussi, faire l'évaluation, faire le suivi, définir une nouvelle orientation pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner du temps et aussi gagner aussi en ressources. Donc, voilà quelques recommandations au niveau de la partie syndicale. Maintenant, quand le président de la République est arrivé le vendredi, et vraiment, nous le saluons au passage, l'initiative qu'il a eu à prendre d'augmenter, n'est-ce pas, de 10% sur les salaires des retraités, c'est-à-dire dans le secteur privé. Ça, vraiment, c'est une avancée significative. Et Inch'Allah, bientôt, le conseil d'administration de l'IPRES et de la Caisse vont se réunir, n'est-ce pas, pour statuer sur ce cas, sur ce fait. Parce que c'est une recommandation forte du président de la République. Et nous considérons que M. Racine Sy, qui est le PCA de l'IPRES, a pris bonne note, parce que c'est notre ami. Vraiment, il est vraiment très disponible pour appuyer les travailleurs et aussi essayer d'abréger leur souffrance, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, en fait, les retraités sont très fatigués. Et il a vraiment pris des dispositions, n'est-ce pas, pour que la décision du président soit matérialisée le plus rapidement possible. Et ça, nous le saluons au passage. Et aussi saluer au passage le ministère du Travail, à travers Sambassi, vraiment, qui a fait une ouverture. Parce que pour la première fois, le CUX est invité à cette conférence sociale. Le CUX, c'est 14 centrales syndicales dirigées par Mme Bakhaw Diong. Et c'est à travers le ministre du Travail que nous avons eu cette invitation-là. Et nous remercions le ministre de l'organisation parfaite, vraiment, de ces 2 jours de rencontres, d'échanges fructueux. Et nous considérons que durant les prochaines semaines, les prochains mois, nous allons faire, en fait, nous attendons du ministère les décisions issues de cette rencontre pour qu'on puisse vraiment évaluer et faire de nouvelles propositions s'il y a lieu pour vraiment que les choses puissent aller vite. C'était ça, grosso modo, n'est-ce pas, le sommet, n'est-ce pas, au CICAD pour les 2 jours concernant la conférence sociale. Merci beaucoup, M. Khan. Donc, on en parlait aussi par rapport au nouveau poste de Premier ministre, c'est-à-dire l'arrivée d'un PM. Qu'en pensez-vous par rapport à cette position du président? Oui, vous savez, ça c'est dans le cadre politique. Moi, je suis un syndicaliste et j'ai fait une analyse concernant le mouvement syndical et le plaidoyer sur la 3e conférence sociale. Mais aussi pour l'arrivée du Premier ministre, en tant que syndicaliste, en tant que Sénégalais, nous avons notre mot à dire. Parce que, souvenez-vous, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, il avait nommé un Premier ministre, à la personne de M. je pense, Abdoul Mbaye. Après Abdoul Mbaye, je pense qu'il y a Mimi Touré qui est passé à la primature. Après Mimi Touré, Mme Mimi Touré, il y a monsieur le ministre, l'excellent Premier ministre Boun Abdallah Dionne, qu'on ne présente plus aux Sénégalais, qui a accompagné le président durant plus de 5 ans à la primature. Et j'avoue que c'est l'un des meilleurs premiers ministres de Macky Sall, Boun Abdallah Dionne. Il faut le saluer, je le salue au passage, et magnifier le travail exemplaire qu'il a eu à faire au niveau de la primature. Parce que le Premier ministre, c'est le coordonnateur des activités de tous les ministères. C'est le premier des ministres. Et en ce moment-là,
nous, syndicats d'enseignants, organisations centrales et tout ça, nous avons vraiment échangé et discuté avec l'ancien PM sur nos différentes plateformes revendicatives. C'est ce qui a abouti, si vous vous rappelez bien, à la signature du protocole d'accord du 17 février 2014. C'était sous l'égide du Premier ministre Abdoulaye Dione et de son ministre du Travail, Mansour Sy. C'est en ce moment-là qu'on a compilé l'ensemble des accords issus de 2003 jusqu'en 2014 pour en faire un seul accord. C'est ça qu'on appelle l'accord global du 17 février 2014. Donc cet accord-là a permis de dégeler, n'est-ce pas? Ça a créé un dégel. Ça a permis aux syndicats de souffler, n'est-ce pas? De respirer et d'avoir de l'espoir par rapport à la matérialisation de ce protocole d'accord. Et quand on dit que ça nous a permis de souffler, n'est-ce pas, de respirer et d'avancer, c'est parce qu'il y avait un bon travail qui a été fait par le Premier ministre et son gouvernement. Et ça, nous le saluons au passage. Donc si aujourd'hui, Boun Abdallah Dionne est parti et que le président Macky Sall est seul, avec son fast-track, n'est-ce pas, qu'il a eu à parler, mais tout le monde a vu qu'il y avait des blocages avec ce fast-track-là. Parce que le président était trop exposé. Le président était très exposé. Il ne pouvait pas parler avec toutes les organisations syndicales, avec la société civile, avec les Sénégalais de façon globale. Parce qu'il est seul, n'est-ce pas? Alors que s'il y avait un Premier ministre, il jouait le rôle de tampon. Et le président, une fois que les choses arrivent à son bureau, il ne fait que arbitrer pour donner des orientations fortes que le gouvernement allait exécuter. Donc nous avons vraiment pensé que à un certain moment, le président était seul et il ne pouvait pas vraiment faire le job comme il le fallait. Donc, du moment que maintenant, il va faire revenir le poste de Premier ministre, nous le saluons avec les deux mains et nous pensons qu'il faut un bon profil vraiment par rapport à ce poste-là. Qui est le meilleur profil à ce poste? Mais comme je l'ai dit tantôt, parmi les premiers ministres qui sont passés sous le règne du président Macky Sall, Boun Abdallah Dionne est le meilleur. Tout le monde le sait. Nous, organisations syndicales, on était trop réconfortés quand Boun Abdallah Dionne était là. Parce que moi qui vous parle, je suis membre du G20. Il y a le G20 et le G7, il y a une concurrence après les élections de représentativité qui ne disent pas son nom. Parce que ces élections n'ont pas été validées jusqu'au moment où nous vous parlons par le ministère du Travail. Il n'y a aucun arrêté issu de ces élections. Parce que nous avons porté l'affaire au niveau de la Cour d'appel pour dire qu'il y avait des dysfonctionnements, il y avait un amalgame, il y avait vraiment de l'amateurisme dans l'organisation de ces élections-là. Et par conséquent, nous pensons que ces élections-là devaient être refaites. Mais malheureusement, le ministère s'est fermé et jusqu'au moment où nous vous parlons, la Cour d'appel n'a pas tranché sur le dossier et au moment où nous vous parlons, nous pensons que le dossier est entre les mains de la Cour suprême. Donc, pour vous dire que les choses sont restées là, les grèves se sont accentuées, les mouvements de grève, n'est-ce pas? Les élèves aussi sont dans des problèmes, souvent avec leurs professeurs, n'est-ce pas? Vous avez vu les cas d'agression dans les écoles, etc. Donc il y a tellement de problèmes au niveau du système éducatif, au niveau du monde du travail aussi, il y a des problèmes. Pour vous dire que si par exemple un Boun Abdallah Dionne était là, bon, il allait vraiment parer à beaucoup d'éventualités, n'est-ce pas, pour amener les corrections nécessaires, parler avec les gens, n'est-ce pas, demander au président d'arbitrer et de prendre les grandes orientations pour qu'on puisse avancer. Parce que ce que nous voulons, c'est un Sénégal stable et un Sénégal de développement. Et cela a un prix, évidemment. Et le prix, je pense, c'est entre les mains du président de la République. L'heure est grave, nous sommes à la croisée des chemins. Il faut qu'on reconsidère beaucoup d'erreurs si nous voulons vraiment avoir une stabilité, n'est-ce pas, politique, économique et sociale. Merci beaucoup, M.